Face à la crise énergétique, le gouvernement malien annonce une fourniture d'électricité de 19 heures par jour durant le mois de Ramadan, une mesure salutaire pour les ménages mais qui pose la question de sa mise en œuvre. Entre la flambée des prix, la qualité des produits et la crise énergétique, les consommateurs maliens subissent de nombreuses pressions. Quelles sont les mesures mises en place pour les protéger? C'est le deuxième épisode de notre série sur le quotidien des consommateurs au Mali. Disparition de Souleymane Cissé, le monde du cinéma africain en deuil. Le réalisateur malien, figure emblématique du 7e art, est décédé à l'âge de 84 ans. Retour sur son parcours et son héritage cinématographique en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Pour mettre fin aux différends qui l'opposent au gouvernement du Mali depuis près de 2 ans, la compagnie minière Barrick Gold a signé un nouvel accord avec Bamako. Dans le cadre de cet accord, le minier canadien s'engage à verser 275 milliards de francs CFA. Les explications avec Soumaïla Fani. Le différend entre Barrick Gold et le Mali remonte à 2023 et concerne l'application du nouveau code minier qui accorde à l'État malien une plus grande participation dans les mines d'or du pays. Cette réforme avait entraîné des tensions entre les autorités et la société minière canadienne, entraînant des arrestations et des suspensions d'opérations. Pour mettre fin à ce litige, Barrick Gold a signé un nouvel accord avec le gouvernement du Mali, a rapporté hier mercredi 19 février Reuters. Dans le cadre de cet accord, la compagnie s'engage à verser 275 milliards de francs CFA en faveur du Mali pour obtenir la libération de ses employés détenus et récupérer les 3 tonnes d'or saisies en janvier par les autorités sur sa mine de Loulouгoutou, la plus grande du pays. Barrick n'a pas intérêt à ce que vraiment cette mine soit fermée, sinon ce serait la catastrophe pour leur chiffre d'affaires et vraiment en termes de production et sur le marché mondial. Donc vraiment, je pense que Barrick doit tout faire pour trouver un accord avec l'État afin de réduire les pertes et les dégâts sur le plan finance de leur côté, quoi. Voilà, donc c'est pour cela que je disais qu'aucune des deux parties n'a intérêt à ce que ce litige perdure. Donc le mieux c'est de trouver une solution le plus rapidement possible et de sortir vraiment de cet imbroglio et que l'État puisse rentrer en possession de ses dus, de ce qu'elle réclame à Barrick avec des preuves. Et voilà, donc ainsi que le travail puisse se reprendre et ça va sauver des milliers d'emplois. Pour l'heure, peu de détails ont filtré sur cet accord qui n'est pas encore officiel. Selon Reuters, l'accord a été signé par Barrick et attend désormais l'approbation officielle des autorités maliennes. Cet accord marque cependant une avancée majeure vers la normalisation des relations entre le géant minier et le Mali, garantissant ainsi la poursuite de l'exploitation aurifère dans le pays. Pendant le mois de Ramadan qui s'approche, les autorités du Mali entendent accorder 19 heures d'électricité par jour aux populations maliennes. L'annonce a été faite par le ministre de l'Énergie et de l'Eau le mardi 18 février dernier. Assitoumani Koulibaly. 19 heures d'électricité par jour, c'est ce que les autorités maliennes comptent entreprendre dans le but de répondre aux attentes des populations en ce qui concerne l'accès à l'électricité. Le 18 février 2025, c'est au cours d'une visite au siège de la société EDM SA que la nouvelle a été formulée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Ce plan de délestage de l'énergie du Mali, intitulé Plan unique, devrait permettre la couverture de 80% des besoins énergétiques des Maliens par jour. À en croire le responsable du département ministériel chargé de la question, tout sera mis au point afin que le projet aboutisse pour le plus grand soulagement des Maliens. De son côté, l'énergie du Mali EDM SA a souligné être à pied d'œuvre pour la récupération des capacités de production à travers la mise en place des plans de maintenance ainsi que l'intensification du recouvrement et la poursuite de la lutte contre la fraude et les comportements inappropriés. C'est notamment pour l'aboutissement du dit programme que récemment, la décision sur les nouvelles taxes a été adoptée. Cette contribution des Maliens devrait faciliter l'accès aux infrastructures adéquates dans cette lutte contre le délestage. À noter que le problème de délestage a fortement perturbé le travail quotidien de plusieurs citoyens, précisément des tailleurs, des soudeurs, des organes de presse, des restaurateurs, entre autres.
Et on en parle en profondeur avec M. Bagui Diarra. Il est l'invité de ce journal. Il est expert dans le domaine de l'énergie. Bonsoir à vous, M. Diarra. Bonsoir, Mme Diarra. Alors, le gouvernement malien annonce une fourniture de 19 heures d'électricité par jour durant le Ramadan. Quelle est votre première réaction à cette annonce? Merci beaucoup, madame. Je pense que ma première réaction en tant qu'acteur privé du secteur de l'énergie est déjà que c'est quelque chose de très bien que nous retrouvions nos autorités avec EDM toutes alignées effectivement derrière un plan. Je pense que c'est déjà à supporter. Nous avons tous un rôle à jouer dedans. Mais je pense que plus tard, je donnerai effectivement un certain nombre de points d'observation sur ce plan, depuis peut-être sa conception et comment le plus possible tout le monde puisse contribuer effectivement à sa réussite. Parce que lorsqu'il est reçu, je pense, pour tout le monde d'ailleurs. On a besoin d'électricité, ce n'est plus à démontrer. Je pense qu'il nous faut y aller. Justement, 19 heures d'électricité, c'est ambitieux dans un contexte de crise énergétique. Techniquement, comment est-ce que cela peut-il être réalisé? Techniquement, comment cela peut-il être réalisé? Je pense que je ne dirais pas plus que le directeur donc, de EDM là-dessus. Mais ce qui est important, à mon avis, d'abord, même l'intitulé de ce plan unique, et je pense que du côté des hautes autorités, ça veut dire que tous les efforts seront concentrés sur ce plan-là. Et à l'intérieur, n'ayant pas vu le document ni reçu le document, mais on a entendu effectivement le DG de EDM dire que les infrastructures, tout est mis en place pour que les infrastructures de production, de transport et encore que les impayés et les autres actions auprès des communautés qui n'accompagnent pas plus effectivement EDM, donc la fourniture d'électricité, qu'EDM est en train de s'atteler à ça. Je pense que dans les grandes lignes, c'est ce que nous avons entendu. Mais le point que j'avais dit à l'entame de mon propos pour dire que chacun a un rôle à jouer, je pense qu'il y a deux gros acteurs derrière que nous n'avons pas entendus, en tout cas impliqués dans ce processus-là. Le premier gros des acteurs, j'en fais partie, il s'agit donc de ce qu'on appelle des acteurs privés ou des acteurs qui portent des solutions hors réseau. Les solutions hors réseau, ce sont principalement, pour que la compréhension soit plus facile, et ce sont les panneaux solaires que vous voyez sur les toitures ou chez les gens de manière individuelle à pouvoir effectivement faire face aux besoins. Je pense que tout ce plan-là a été élaboré et conçu autour effectivement des infrastructures d'énergie du Mali SA. Je ne dis pas non à cela, c'est quelque chose de bien parce que ces infrastructures sont extrêmement majeures, extrêmement importantes effectivement dans la fourniture d'électricité, mais pour soutenir notre économie, ces solutions au réseau qui peuvent être déployées et sur le périmètre de l'énergie du Mali SA et ailleurs, je pense que ce plan, en tout cas de ce qu'on a entendu, n'intègre pas cet aspect. L'autre élément, ce sont les consommateurs eux-mêmes. Nous avons compris que la façon de consommer l'énergie, qui n'est pas rationnelle, donne lieu effectivement à beaucoup d'efforts en amont en termes d'investissement, en termes de fourniture. Donc je vais simplement dire les économies d'énergie. Cela fait, je pense, depuis 3 ans ou 4 ans que chaque année, je pense, nous revenons sur ces choses-là. Exactement, comme le ramadan passé. Exactement. Donc, on se rend compte que ces deux acteurs-là, les consommateurs, c'est qu'on peut économiser à leur niveau en termes de consommation, et de l'autre côté, les solutions hors réseau, que les acteurs privés et les populations peuvent fermement avoir accès, et les retombées vont venir soulager le réseau, et ça va donc permettre que les actions du réseau seront complétées par ces autres actions-là. Je pense que malheureusement, ce sont des points que nous n'avons pas entendus, même s'ils sont intégrés comme on n'a pas les documents. J'espère s'ils sont intégrés, ça aiderait plus. Mais encore une fois, acteurs privés que nous sommes donc d'un appui, d'un apport à nos collègues de EDM et à nos collègues du département. Et donc, cette mesure, elle est temporaire, mais la crise énergétique reste un problème récurrent. Quelle solution à long terme le Mali pourrait-il envisager? Vous faites bien effectivement d'appeler sur l'aspect ponctuel donc de ces mesures, parce que je pense que dans la communication, tout apparaît comme si on fait tout cela pour le mois de Ramadan, alors que je pense que l'économie telle qu'elle est plombée
elle est beaucoup plus effectivement récurrente, elle est beaucoup plus sévère effectivement que le mois de Ramadan, parce que c'est sur le long terme ça. Pour répondre à votre question, les éléments que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut des solutions intégrées et il faut qu'il y ait des acteurs les plus élargis possibles, chacun ayant un rôle à jouer, qui puisse effectivement être dans un ensemble cohérent et qui est opérationnel. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup plus, je dirais, à nos autorités, parce que c'est la décision, ce n'est plus la question technique. Je vais juste vous illustrer que ce n'est plus la question technique. Pourquoi? Parce que nous avons vu, quand la crise a commencé avec le réseau, donc avec EDM, que les gens sont partis trouver des moyens pour eux-mêmes. Oui. Les uns dans les groupes électrogènes et d'autres dans les solaires. Mais très vite, les gens ont compris que la solution du groupe électrogène n'est pas tenable. Et donc, ça nous renvoie aussi à comprendre déjà le poids de ce qu'il y a chez EDM, qui est à peu près 70% de thermique et totalement importé. Mais donc, l'alternative, la seule qui restait, était d'aller vers des solutions d'énergie renouvelable, en particulier le solaire. Je pense que les gens sont allés dans ça. Sur les 2 années passées, nous sommes à peu près à quelque chose comme 300 MW crête. Et donc, tout cela avec des secteurs privés comme nous autres, au niveau de la fédération, donc des acteurs privés du secteur de l'énergie, avec des populations. Mais je pense que tout cela doit être organisé. Je l'ai dit plusieurs fois et malheureusement, je pense que même lorsque le président était en train d'annoncer dans son discours passé qu'on va trouver effectivement des modèles complets pour les domestiques et qu'on va essayer de subventionner ça, je pense qu'il aurait dû, effectivement, ce qu'il a dit est très clair. Et cette solution, en la mettant à l'échelle avec une implication de l'État avec un secteur privé, je pense que ça fait partie des solutions les plus durables. Le président, et encore une fois, moi je le dis, le président de la transition et avec les hautes autorités, si on veut aller de l'avant, en plus de ce qu'on est en train de faire pour l'énergie du Mali SA, il faut des solutions hors réseau, il faut de l'économie d'énergie, mais tout cela dans un cadre organisé avec le secteur privé. Monsieur Diarra, oui. Pour le consommateur, 19 heures d'électricité, c'est possible? Mais regardez, 19 heures, c'est parce qu'il y a crise. Sinon, normalement, c'est 24 heures sur 24 heures qu'on veut de l'électricité. Pourquoi nous en venons à 19 heures maintenant? Parce qu'on est dans une crise. Et lorsqu'on est dans une crise, j'ai dit toute approche qui vient. C'est ça, à mon avis, la meilleure façon de pouvoir traduire une crise en opportunité. Lorsque vous êtes dans une crise, vous devez avoir cette synergie d'action, mais la cohérence et la prise de décision, mais vraiment courageuse, doivent suivre. J'ai comme l'impression, et c'est peut-être ma conviction même d'ailleurs, que c'est ce qui manque actuellement. Donc, synergie d'action, vous l'avez évoqué, en tout cas, le consommateur espère un véritable changement dans la fourniture d'électricité. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Et à moi de vous remercier, juste un dernier mot là-dessus. Je sais que le temps est là. Je pense que je voudrais effectivement continuer d'insister auprès de nos hautes autorités que l'inclusivité, en fait, dans l'apport, on a vu ce qui est arrivé du côté de l'EDM, c'est très bon, mais au risque de me reprendre, je pense qu'on peut faire mieux et on peut traduire effectivement cette crise-là en opportunité. Nos consommateurs ont un véritable rôle à jouer en dehors effectivement de ces services et de ces niveaux résidentiels. Merci beaucoup, M. Diarra. Merci d'être passé sur ce plateau. OK. Entre la crise énergétique, on en parlait tout à l'heure, la flambée des prix et la qualité souvent douteuse des produits, le pouvoir d'achat du consommateur malien est mis à rude épreuve au quotidien. Second épisode de notre série, nous abordons les moyens de protection mis en place pour les consommateurs maliens. Un reportage de Smaïla Fani. En 2015, le Mali a adopté la loi numéro 2015-036 du 16 juillet 2015 portant sur la protection du consommateur. Longtemps attendue, cette loi se voulait une réponse au cri de détresse des populations, notamment face à la spéculation sur les prix et à la mise en circulation de produits non conformes. Pourtant, paradoxalement, les pratiques commerciales frauduleuses, elles ne reculent pas. On ne peut pas dire du point de vue de la loi que le consommateur malien n'est pas suffisamment protégé. Le consommateur malien est protégé parce qu'il y a des dispositions en la matière, notamment la loi de 2015. Cependant, on peut s'interroger réellement sur l'efficacité de cette protection. Et en s'interrogeant sur l'efficacité de cette protection, on peut dire
que la protection est basée sur la nécessité à assurer une certaine information aux consommateurs pour que, dans le cadre de l'utilisation, de l'achat, dans des domaines qui ne relèvent pas de sa spécialité, qu'on puisse véritablement lui donner l'information et cette information incombe aux professionnels. Les mesures de protection reposent en grande partie sur l'information concernant le contenu des produits, mais leur efficacité reste à prouver. Dans ce sens, on voit que l'information généralement passe par plusieurs méthodes, notamment la technique de l'étiquetage, et aussi d'autres mesures d'information, notamment on passe à la publicité où on interdit un peu la publicité mensongère. Lorsque vous regardez ces mécanismes de protection, on se rend compte que lorsque l'information est libellée, par exemple en français, on se rend compte que l'information est disponible, mais l'information n'est pas accessible. Et l'information n'est pas accessible parce que c'est en français et que la majeure partie de ces consommateurs-là ne parlent pas français. Donc, à partir de ce moment, on peut véritablement dire que le consommateur malien n'est pas suffisamment protégé parce qu'il y a une question d'efficacité de ces mécanismes de protection qui sont à la charge du vendeur professionnel. Dans le domaine des services téléphoniques, selon lui, l'État se porte garant de la protection des consommateurs afin d'éviter toute hausse incontrôlée du coût des communications. Dans le cadre de la régulation des télécommunications ici au Mali, on se rend compte que les consommateurs de téléphonie mobile sont protégés à travers les deux grandes sociétés et maintenant trois sociétés. Et ces consommateurs dans le domaine de la téléphonie mobile ont certains droits. Et réellement, c'est l'État qui se porte garant de la protection des consommateurs dans ce domaine pour éviter que les opérateurs de téléphonie dans le domaine ici n'augmentent pas de façon arbitraire les coûts des communications. Il est important de rappeler que les consommateurs sont les destinataires finaux de tous les produits et services. Et chacun, d'une manière ou d'une autre, peut se retrouver tantôt producteur ou prestateur, tantôt consommateur selon le cas. Dans un contexte de mondialisation en constante évolution, il est impératif que les entreprises adoptent des pratiques responsables et durables pour assurer leur pérennité et contribuer positivement à la société. C'est dans cette dynamique que la 4e édition du Salon international sur la responsabilité sociétale des entreprises a débuté ce 20 février. Djeneba Samake. La responsabilité sociétale des entreprises est l'engagement d'une entreprise à agir de manière éthique et durable en prenant en compte l'impact de ses activités sur la société et l'environnement. Un concept qui est à ses débuts au Mali, mais représente une opportunité majeure pour les entreprises de se démarquer et de renforcer leur image de marque. Adopter la RSE et la norme ISO est non seulement bénéfique pour la société et l'environnement, mais c'est aussi une stratégie gagnante pour leur croissance économique. En investissant dans les pratiques responsables, elles gagnent la confiance de leurs parties prenantes, améliorent leur performance globale et assurent la durabilité de leur entreprise. C'est une initiative qu'il faut saluer parce qu'il s'intègre parfaitement à la fois dans la mise en œuvre des politiques publiques, mais aussi et surtout dans l'accompagnement, la promotion et le développement des entreprises dans notre pays. Responsabilité sociétale des entreprises RSE et normes ISO, levier de croissance pour les entreprises, est le thème de cette 4e édition. Un choix non fortuit. En effet, dans un monde où la concurrence est de plus en plus forte, ces normes permettent aux entreprises de garantir non seulement la qualité et la durabilité de leurs produits et services, mais également d'améliorer leurs performances tout en respectant les critères éthiques et environnementaux. Une bonne initiative déjà parce que voir qu'en Afrique, les gens se soucient de la RSE, c'est quelque chose d'important. Bon, on espère avoir, on va dire, quelques techniques ou comment même, on va dire, améliorer nous-mêmes notre processus ou notre façon de faire, notre savoir-être, notre savoir-faire, quoi. Humanitairement et socialement, l'RSE permettra aux entreprises de pouvoir contribuer au bien-être de la société. 45% des entreprises maliennes ont déjà mis en place des initiatives RSE avec un focus sur l'amélioration des conditions de travail.
Les entreprises adoptant des pratiques RSE ont observé une augmentation de 20% de leur productivité et une amélioration significative de leur image de marque. La mise en œuvre des normes ISO, telles que la norme ISO 26000 relative aux lignes directrices sur la RSE, a permis à certaines entreprises de réduire leurs coûts opérationnels de 15% grâce à une gestion plus efficace des ressources. Des chiffres qui montrent que la mise en œuvre de la RSE au Mali est confrontée à plusieurs défis, tels que le manque de sensibilisation et de compréhension, la résistance au changement et l'absence d'une législation en la matière. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. Le cinéaste Souleymane Cissé a rendu l'âme hier, mercredi 19 février 2025. L'homme s'en est allé à l'âge de 84 ans. Son parcours avec Azitoumani Koulibaly. Toute sa vie, il l'a consacrée à une chose, le cinéma. Souleymane Cissé était plus qu'une icône, il était une figure emblématique internationale. Un des pères du cinéma sur le continent africain, plusieurs fois primé, le réalisateur était connu pour ses grandes œuvres, dont Demousso, sorti en 1975, qui aborde la question des filles mères. En 1978, son film Bara fut découvert par le grand public et remporta le Talon d'or du Yelenga. Une récompense qui sera reconduite en 1982 avec son film Fien, qui décroche le même prix. Autant de prix empochés et de films réalisés qui marquèrent le 7e art. L'homme s'en est allé hier mercredi 19 février 2025 après avoir tenu une conférence de presse dans la matinée. Souleymane Cissé, 84 ans, devait participer à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, afin de présider le jury fiction long-métrage. Un rendez-vous qu'il ne verra plus. Interrogé ce jeudi, lendemain de sa disparition, collaborateurs, sympathisants et admirateurs saluent un baobab du cinéma international. L'homme était immense. C'était un grand homme qui aujourd'hui, je pense que c'est le seul Africain qui a pu avoir 2 étalons de Yelenga. Donc je pense qu'en termes de cinéma africain, il vient en tête de peloton. C'est une fierté nationale et panafricaine. Tout ce qui tourne autour de lui, que ce soit du bien ou du mal, je suis dedans. La preuve, le film de Soussaba. Il m'a appelé, il m'a dit, il n'y a pas un franc dedans. Tu viens, tu vas les épauler. Ce sont tes enfants, tu les épaules. Donc, je quittais à Tétébougou à 4h du matin pour aller là-bas. Il a certainement laissé des écrits pour exprimer ses souhaits. On ne peut pas aller au-delà de ses souhaits. Il est important, il sera important que l'on préserve ce riche héritage qu'il a laissé. Dans un communiqué publié mercredi soir, le Burkina, pays organisateur du FESPACO, a salué une figure emblématique du cinéma africain et un cinéaste engagé qui a consacré toute sa vie au 7e art africain. En sus du Burkina Faso, tous ont rendu un vibrant hommage à l'homme. La chanteuse malienne Oumou Sangaré dira, je cite, « un maître incontesté du cinéma africain qui a porté la voix du Mali jusqu'aux confins du monde avec talent et authenticité. » Fin de citation. En 2023, Souleymane Cissé a été à nouveau primé à Cannes et reçu un carrosse d'or, une récompense spéciale décernée au cours de la quinzaine des cinéastes. Je remercie mes confrères de m'avoir choisi. Ce prix m'incite à faire de nouveaux films, à me réinventer et à changer de vision, disait le réalisateur pour l'occasion. Aujourd'hui, le Mali perd un grand homme, mais d'énormes œuvres restent. Souleymane Cissé a montré au monde que le cinéma africain peut être puissant, profond et universel. Nous avons de jeunes cinéastes professionnels qui sont pleinement capables de relever le défi. Il ne suffit pas de faire du cinéma, il faut que les œuvres soient aussi visibles, que les autorités nous aident avec la construction de salles de cinéma. C'est l'appel que je leur lance avant ma mort si Dieu le veut, avait une fois lancé le réalisateur. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre chaîne favorite. Bonsoir à tous.